Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec David Véninck. On s'est connus il y a quelques temps, il y a quelques années même, au premier congrès des infopreneurs, si je dis pas de bêtises. Il est en direct du Vietnam. Ça va être l'occasion justement de revenir un petit peu sur comment il gère son business en voyage et par quel est son parcours en fait depuis qu'il est sur le web. Salut David, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais à l'heure actuelle? Eh bien, avec plaisir. Merci Benjamin pour l'invitation. Bonjour à tous. Ce que je fais à l'heure actuelle, mon métier, c'est d'accompagner les coachs, les consultants, les professionnels indépendants à automatiser la croissance de leur entreprise grâce à des stratégies web. Aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as dit, l'objectif pour moi, c'est de toujours développer cette activité tout en voyageant autour du monde parce que je crois qu'on n'a qu'une vie. Et finalement, si on arrive à faire ce qui est important pour nous tout en apportant de la valeur à nos clients, on peut finalement vivre une vie selon nos propres termes. Yes, top. Comment t'en es arrivé à justement à ce sujet-là, d'aider des coachs, des consultants à développer leur croissance sur Internet? Je crois pas que tu as un cursus avant dans le web marketing, tu es parti quasiment de zéro, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu justement par quelle phase t'es passé et comment t'en es arrivé là? Avec grand plaisir. Alors effectivement, au tout démarrage, si on remonte, moi, si tu veux, c'est dans les années, en 2014, où je commençais, ça faisait quelque temps déjà que j'avais le sentiment, dans mon activité de salarié, de devoir à peu près tous les 2, 3 ans, un petit peu me remettre des œillères. En fait, à chaque fois que je rentrais de vacances, je me posais des questions. Tu sais, on se joue souvent en philosophe sur la vie, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que vraiment ça me plaît? Et si je continue comme ça, est-ce que vraiment je vais être heureux? Est-ce que c'est pour moi? Et moi, je sais que j'en étais arrivé à un moment où j'étais en totale perte de sens. À chaque fois qu'il fallait que je revienne, on va dire, en septembre pour retravailler, il fallait que je me remette des œillères, en me disant, bon, allez, pense pas à tout ça, fais ton job. Jusqu'au jour où j'ai mon petit garçon Timothée qui m'a dit, mais papa, pourquoi tu t'en vas encore travailler tous les jours? Tu sais, nous, on est là et toi, tu dois t'en aller. Et je lui dis, tu sais, Timothée, pour avoir les vacances, pour avoir les jouets, pour avoir la maison, pour avoir tout ce qu'on a, il faut de l'argent. Et ça a été un élément déclencheur parce que cette réponse, c'était pas du tout la réponse que j'avais envie de lui donner. J'avais pas du tout envie de lui transmettre comme message que la vie, ça se résume à travailler pour payer des factures. Au contraire, moi, j'avais qu'une envie, c'était de lui dire, mais trouve ta passion, trouve ce qui te plaît, tu vois, trouve un truc dans lequel tu t'éclates. Parce que moi, Confucius a une citation très connue qui a longtemps été ma ligne directrice, qui est fais un travail qui te plaît, tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Ça, c'est ce que je croyais, c'est ce que j'avais en fond de moi, mais c'est pas du tout ce que je montrais à mes enfants. Et donc, du coup, ça a été l'élément déclencheur. Et le jour où j'ai décidé de sauter le pas, de me dire, bon, allez, stop, je demande une rupture conventionnelle pour pouvoir avoir du temps et réfléchir à mon projet, j'avais une envie de me lancer, mais j'avais aucun projet. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout quoi faire, en fait. Est-ce que je fais de l'immobilier? Est-ce que je lance un business classique? Enfin, j'avais aucune idée. J'avais discuté avec mon meilleur ami Max, qui avait une agence de portage salarial à l'époque. Il me dit, mais ce qui serait génial, c'est qu'on puisse vendre notre savoir, en fait, on puisse vendre notre savoir-faire, parce que ça, c'est une activité où finalement, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour démarrer. Tu as juste ta matière grise à utiliser. Et puis, il faut trouver des clients, quoi. Je dis, ouais, ça, c'est vrai que ça serait super. Mais à l'époque, je me disais, j'ai aucune expertise. À ce moment-là, donc début 2015, je me dis, mais moi, j'ai des cousins, ils sont ébénistes. Je les envie parce qu'en fait, ils ont de l'or dans les doigts, ces gars-là. Mes cousins, ils prennent des morceaux de bois, ils en font des meubles, tu vois. Et je me dis, putain, les gars, vous avez de la chance, vous avez une expertise. Moi, je sais rien faire. Moi, ça fait 13 ans que je suis dans le commerce. Je suis simplement un commercial, ingénieur commercial, puis ingénieur d'affaires. Alors, j'ai évolué dans la fonction commerciale. Mais à ce moment-là, moi, je me dis, j'ai pas d'expertise. Enfin, je sais faire que ça. Et justement, j'ai mon meilleur ami qui me dit, mais attends, David, moi, j'ai des clients. Ce sont des consultants, des coachs. Souvent, ils se lancent par opportunité parce que l'entreprise dans laquelle ils travaillent leur demande de se mettre en portage salarial parce qu'ils commencent à coûter peut-être un petit peu trop cher ou ils arrivent en fin de carrière et donc du coup ils anticipent un petit peu ça. Donc souvent ils se lancent avec une première mission d'opportunité, mais ils savent pas trouver de clients en fait. Et j'ai des clients qui sont en total démarrage, qui veulent se lancer de zéro et pareil, ils ont une expertise mais ils savent pas comment trouver des clients. Est-ce que toi tu pourrais pas les aider vu que c'est ton métier depuis 13 ans? Et c'est là où en fait je me dis ah mais attends, ça peut servir quelqu'un du coup? Parce que moi, je sais ce qui pour moi était devenu ma deuxième langue maternelle. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, quand on développe un certain niveau d'expertise, quel que soit le sujet, pour nous, ça devient simple. Mais ce n'est pas parce que c'est devenu simple pour nous que pour d'autres, c'est simple. Et donc, du coup, moi, j'ai pris conscience, grâce à mon meilleur ami, que ce que je savais faire naturellement, eh bien, ça pouvait être utile à d'autres. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur l'accompagnement de coachs et de consultants au démarrage, c'était plutôt à adopter une meilleure démarche commerciale, puisque c'était mon cœur de métier depuis 13 ans. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se présente dans la vie lorsque quelqu'un nous demande ce que tu fais dans la vie, dans les soirées réseau, comment est-ce qu'on répond en quelques secondes pour capter l'attention et accrocher les esprits. Et puis, une fois qu'on a pris un rendez-vous, c'est mon métier aussi, c'est comment est-ce qu'on fait pour transformer ce prospect en client.
qu'on soit au téléphone ou en face à face, quelle procédure de vente on suit pour pouvoir maximiser nos chances de la gagner comme client. Voilà comment tout ça est arrivé. Je trouve ça génial que tu partages ce fait-là en toute transparence, que finalement, tu n'avais même pas conscience, comme tu l'as dit toi-même, finalement, que tu avais une expertise qui, d'autant plus, en fait, pouvait servir énormément de personnes, en fait. Et heureusement que tu as eu cette conversation avec ton meilleur ami, qui c'est lui, finalement, qui t'a fait prendre conscience de David, tu as une expertise, en fait. Mais clairement, vraiment. Et tu vois, quand je prends cette anecdote, parce que c'est exactement ce que je me disais, je me souviens, ça me marque, à cette époque, cette discussion avec mes cousins, quand je leur dis, mais vous avez de l'or dans les mains. Et souvent, en fait, moi, je me suis rendu compte par mon expérience, mais on est souvent mal placé pour trouver ce pourquoi on est bon. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si d'autres ont vécu ça, mais en tout cas, on est difficilement juge ou en tout cas objectif sur, tiens, qu'est-ce que je sais faire, en quoi je peux être utile? Parce que vu que c'est devenu facile pour nous, eh bien, on se dit que c'est facile pour les autres. Et donc, du coup, c'est difficile de se dire, attends, ça, peut-être que ça peut aider d'autres. Ou alors, il faut faire un vrai travail de recul, en fait. Mais la plupart du temps, moi, je me rends compte que c'est grâce au feedback des autres qu'on peut se rendre compte là où vraiment on peut avoir de l'impact, quoi. Et, et en plus, c'est vraiment intéressant parce que, comme tu dis, ça devient tellement simple pour nous qu'on en oublie, en fait, que derrière, pour d'autres personnes, c'est pas forcément simple. Et en plus, moi, ce que j'essaye toujours d'expliquer à mes clients, c'est repenser d'abord à votre propre histoire, en fait, et à ce que vous avez, vous, réussi déjà à franchir comme mur, entre guillemets, pour arriver à le transformer et de l'enseigner à d'autres personnes. Tout à fait. Donc là, tu décides de te lancer. Donc, on est début 2015. Tu te lances Oui. complètement à 100% dans ton activité. Ce qui est rigolo, donc, c'est que tu aides les personnes à transformer des prospects en clients, mais toi, tu pars de zéro à ce moment-là, tu n'as pas de clients. Comment tu te Oui. débrouilles au début? Moi, je pars de zéro sur Internet, mais transformer des prospects en clients, j'en ai transformé des milliers durant les 13 précédentes années, si tu veux. C'est-à-dire que, et souvent, c'est ça aussi le truc, c'est que quand on se lance sur Internet, on peut être débutant sur Internet, mais avoir une expertise associée. Donc, en fait, là, je me lance en étant débutant sur Internet, c'est-à-dire qu'effectivement, je n'ai jamais trouvé de clients sur Internet. Par contre, transformer des prospects en clients, faire de la prospection, que ce soit en réseau, au téléphone ou en face à face, ça, je sais le faire. Parce que ça, c'est ma zone d'excellence, justement. Et donc, du coup, ce qui me manque finalement pour pouvoir développer mon activité en ligne, c'est de me former justement aux stratégies web marketing et autres. Et moi, il m'a fallu, donc, je me suis lancé, enfin, j'étais à 100% dans le grand bain, en tout cas, à partir du 1er janvier 2015, et j'ai gagné mes premiers clients, non, pas en 1er janvier 2014, excuse-moi, je me trompe dans les dates. C'était 1er janvier 2014, et je gagne mes premiers clients en octobre 2014. Ok. Voilà, Donc, 10 si mois je avant me... de gagner, ça. à peu près 10 mois avant de gagner tes premiers clients qui venaient Oui. donc de tes premières stratégies mises en place sur Internet. Oui, en fait, Ok. moi, au démarrage, à l'époque, il y avait la grande mode des lancements vidéo. Tu sais, où il y a 3 vidéos de contenu, une vidéo de vente. Et au démarrage, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire ça, ça m'a l'air super. Moi, ça me plaisait bien. Et ce qui s'est fait que j'ai passé des mois à préparer ça. J'ai rencontré un entrepreneur qui, en 5 minutes, m'a dit, écoute, David, est-ce que tu as déjà des clients sur Internet? Je dis non. Est-ce que tu as déjà un produit à vendre sur Internet? Je dis non. Il dit, laisse tomber le lancement vidéo, c'est pas pour toi, c'est beaucoup plus simple de faire un webinaire. Tu fais un webinaire de vente et à la fin de ton webinaire, tu proposes un accompagnement en direct sur 5, 6, 7, 8 semaines où tu vas enseigner en direct ce que tu as finalement à proposer. Et ce conseil de 5 minutes a mis à plat des mois de travail, mais d'un autre côté, j'ai pris conscience, je me dis, bah, il a raison en fait. C'est beaucoup plus simple de partir comme ça parce que finalement, il y a juste un webinaire à préparer, une offre à préparer et c'est parti. Finalement, 3 semaines plus tard, après cette discussion-là, c'est 3 semaines plus tard, c'est là où je gagne mes 5 premiers clients sur Internet. Ok, donc finalement, même si maintenant tu es beaucoup plus, enfin on y reviendra après, mais plus dans les infoproduits, tu t'es lancé, et c'est hyper intéressant que tu partages ça, c'est toujours le premier conseil numéro un que moi je donne, avant de se lancer dans l'infoprenariat, qui est une industrie qui a quand même explosé, tu t'es lancé avant de clairement ta matière grise, comme on disait, en Oui, vendant ton temps directement, en aidant des personnes de manière individuelle ou en groupe. c'était en groupe pour le coup, mais oui. Et moi, enfin, je pense que quelqu'un qui veut se lancer dans l'infoprenariat, c'est super. Moi, j'adore l'infoprenariat, mais je crois qu'on ne devrait pas, ou en tout cas, c'est plus difficile. C'est très difficile finalement de créer un produit sans avoir d'abord accompagné des gens en one-to-one ou en groupe. Et moi, j'ai tendance à penser que euh, quelqu'un qui veut se lancer dans la vente de son savoir, de son expertise, de son savoir-faire, il devrait d'abord finalement se concentrer sur mettre en place un process de vente pour acquérir des clients, soit en individuel, soit en groupe. Et une fois il est rodé finalement par rapport à ça, qu'il peut
améliorer son marketing, il améliore surtout la compréhension de son marché. Parce que quand tu es en discussion en face à face, en individuel ou en groupe, ben, tu es constamment en contact de tes prospects. Donc, tu sais quels sont leurs problèmes, tu sais quelles sont leurs aspirations, tu te rends compte des mots-clés qu'ils utilisent. Et ça, tu ne peux pas le faire si tu te lances tout de suite dans l'infoproduit, tu vois. Alors que quand tu es dans la discussion, dans l'échange, et moi, je viens du monde de la vente en face à face. Donc, pour moi, c'était aussi quelque part allié à la fois à la stratégie web et les stratégies de vente aussi en face à face. Et donc, du coup, ça te permet comme ça d'avoir beaucoup plus de clarté sur qui tu veux aider et surtout comment tu peux les aider. Et après, finalement, faire un infoproduit, ça découle presque de source, en fait. Mais je pense, effectivement, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le fait qu'il vaut mieux d'abord viser l'accompagnement individuel ou en groupe. Et Ou en en séminaire plus, ou peu importe. Hein, mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est comme tu l'as dit, en plus, ça permet d'apprendre à connaître, mine de rien, notre cible, comprendre le vocabulaire. J'ai l'un de mes coachs qui me disait, tu dois toujours avoir un carnet avec toi et tu notes, en fait, au fur et à mesure, tous les mots que les personnes vont te dire. Et tout ça, c'est des choses qu'on réutilise dans nos publicités Facebook après derrière, dans nos pages de vente, etc. Oui. Tu sais, T'en as, un des grands secrets du marketing, c'est pas un secret, mais un des principes les plus importants, pour moi, à mon sens, et ça, c'est, tu vois, si on prend la citation de Nelson Mandela, il dit, si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, ça va à sa tête, mais si vous lui parlez dans sa langue, ça lui va droit au cœur. Ben, c'est un peu le même principe, en fait. Tu vois, ici au Vietnam, si tu dis en vietnamien, alors je ne me rappelle plus maintenant, mais tu dis bonne année, parce que là, on est pile poil dans la nouvelle année, et tu leur dis dans leur langue, tout de suite, waouh, ils sont heureux comme tout, punaise. Et le mec a fait l'effort de parler, alors qu'il, bon, je sais dire que deux, trois mots, mais tu vois, et ça touche en fait la personne. Parce que moi, même on est français, quelqu'un qui arrive en France, il fait l'effort de parler français, peu importe l'accent qu'il aura, peu importe les erreurs qu'il va faire. Enfin, ça nous fait plaisir. On dit, waouh, punaise, balèze. Et puis, on a envie de le féliciter. Bravo, tu fais l'effort. Quoi. Il y a peu de gens qui font cet effort-là. Eh bien, quand on est entrepreneur, c'est notre job aussi de faire l'effort de parler le langage de nos clients. Parce que quand on parle dans sa langue, avec ses mots à lui, avec son contexte, ses problèmes, ses désirs, eh ben, on ne va pas dans son cerveau, mais on va dans son cœur. Et on sait très bien que ce qui fait qu'un client va avoir envie de nous dire oui, ce n'est pas parce qu'il aura l'équation A plus B plus C que, ah oui, ok, je vais le choisir lui parce qu'il y a tel critère. Non, il va nous choisir parce qu'il y aura un truc qui va se passer, il va se dire, c'est lui que je veux. Il est plus cher que ces deux-là, mais ce n'est pas grave, c'est lui que je veux. Voilà. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et en plus, je repense à ce que tu viens de dire juste avant, ce qu'on disait au début de l'interview, c'est que pour nous, c'est devenu tellement simple que des fois, enfin, je sais que moi, c'est un tort des fois que j'ai, on va partir dans notre jargon, en fait, qui est notre jargon à nous, mais on en oublie, en fait, justement, de parler, comme tu viens de le dire, en fait, le langage vraiment de notre propre cible. Ah oui, c'est fondamental. Derrière, donc, tu commences à vendre tes premiers coachings, tes premiers accompagnements en groupe. Comment t'en Oui. viens petit à petit à l'infoprenariat et à créer justement tes premiers vraiment produits, donc formation vidéo, etc. Alors en fait, ça, je savais, depuis le départ, je savais que c'était quelque chose vers lequel je voulais aller. Parce que infoproduit est synonyme quelque part, dans la vision que l'on a tous, est synonyme d'automatisation et est synonyme de revenu passif. Parce qu'un produit d'information, à partir du moment où il est créé, ben, on peut le vendre autant de fois que l'on veut sans avoir à y passer plus de temps. Donc pour moi, dès le départ, dans ma stratégie, je voulais avancer vers ce développement d'activité aussi en vendant des infoproduits pour générer des revenus passifs. Et en fait, vu que moi, ma stratégie de tout départ, c'était de faire ce que j'appelle des groupes pilotes, c'est-à-dire de prendre un certain nombre de clients que j'accompagne généralement sur 6 à 8 semaines avec un rendez-vous par semaine en direct, en groupe pour transmettre et coacher finalement mes clients sur un sujet précis. Ben, je me suis dit, vu que je le fais par webinaire, pourquoi pas prendre les enregistrements de chacun de ces webinaires de groupe pour en faire mes premiers modules. Et c'est comme ça que j'ai démarré dans l'infoprenariat. En fait, j'ai pris chaque module de formation et d'accompagnement en direct que j'ai fait avec mes groupes de coaching pilotes et j'en ai fait ma première version du produit d'information. Et après, quand j'ai voulu faire en sorte que finalement, ces produits d'information soient de meilleure qualité, parce que j'avais quand même envie d'avoir quelque chose que je délivre avec un niveau d'exigence un petit peu plus important, eh bien, j'ai retourné ces vidéos-là entre guillemets en studio. Alors, c'est un grand mot, hein, c'est dans mon petit bureau ou dans mon salon au démarrage, mais peu importe. Mais je l'ai retourné tout seul dans mon ordinateur. Mais l'avantage, c'est qu'en ayant été au contact plusieurs fois de mes clients, je savais quelles étaient les questions que j'avais oubliées au démarrage et qu'il fallait que j'ajoute dans la formation. Je savais également les sujets auxquels je n'avais pas pensé, qu'eux m'avaient dit tiens, David, ça, tu as parlé de tel sujet, mais comment tu fais concrètement et je me dis oui, tiens, effectivement, on revient sur oui, moi, je n'avais pas pensé qu'il fallait que j'aille aussi loin dans le détail. Bref, du coup, en ayant déjà accompagné des clients, ça te permet de savoir exactement
quelle est la version la plus améliorée possible tu peux faire avec ton infoproduit. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que au début, tu as lancé ton infoproduit avec des enregistrements finalement. Donc, c'était loin, je suppose, d'être parfait sur ton infoproduit, mais ça t'a Voilà, permis oui. de lancer la première version en fait. Ah oui, là, tu peux le dire, c'était loin d'être parfait. C'est sûr. Parce qu'effectivement, alors, moi, tu sais, quand j'ai démarré, je ne savais pas quel micro il fallait utiliser. Tu sais, il y a plein de questions. Il y a des gens qui se posent quel micro, quelle caméra, quel tout ça. À l'époque, j'avais un micro, une caméra. C'était celle de mon ordinateur portable. J'avais rien d'autre, en fait. Donc, le micro de l'ordinateur portable, il est tout naze. Il est pourri. Le son n'est pas terrible. Mais ce n'est pas grave. Mon webinaire de vente, il était avec ce micro-là. Ça a fonctionné. Mes premiers coaching clients, ils étaient avec ce micro-là. Le son n'était pas terrible, mais ce n'est pas grave. Ça a fait le job. Et puis, petit à petit, j'ai investi dans du matériel où je me suis rendu compte que j'avais envie de me professionnaliser. J'ai acheté un micro externe, j'ai acheté une caméra externe et puis ce genre de choses. Mais effectivement, voilà, au démarrage, j'étais loin d'être parfait. Non. Et d'ailleurs, je garde pour mes clients, je leur mets à disposition mon premier coaching client et on se rend bien compte que la qualité de l'image et la qualité du son, elle n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et je trouve ça hyper important enfin, je fais juste un petit aparté là-dessus pour revenir sur ce que tu dis, c'est vraiment penser à vous lancer, c'est exactement ce que tu viens de dire, même si c'est pas parfait. Moi, je sais que si je remonte à mes toutes premières vidéos sur YouTube et je les laisse justement aussi dans le même cas que toi parce que ça me fait rire aussi des fois de les re-regarder et de les montrer à des clients, il faut vraiment pas attendre d'être parfait finalement pour se lancer. Et à l'inverse, c'est en se lançant et en affinant petit à petit qu'on progresse vers son objectif. Exactement. C'est en chemin qu'on se rend compte finalement des choses à améliorer. Si, tu vois, il y a un jour un ami qui s'appelle Johan Jangting qui a fait une conférence et il a pris une image que j'aime beaucoup. Et donc, je le cite parce que c'est lui qui m'a fait prendre cette image. C'est que, admettons que tu dis, bah, tiens, moi j'ai envie d'aller voir la montagne qui est là-bas dans le nord du pays. Bah, tu commences à voyager, puis tu vas te rendre compte au bout d'un moment de ton voyage que, bah, tiens, finalement, à droite là-bas, il y a un lac. Et tu vas dire, bah, finalement, non, ce n'est pas les montagnes que j'ai envie. Finalement, j'ai plus envie d'aller vers les montagnes, j'ai envie d'aller me baigner dans le lac. Mais le truc, c'est que tu n'aurais jamais pu voir ce lac si tu n'avais pas déjà été en chemin. De là où, du point de départ, tu ne pouvais pas voir le lac. La seule façon de voir le lac, finalement, bah, c'est d'aller en chemin, de rouler, de faire déjà quelques kilomètres. Et puis, une fois que tu es sur ta route, et bah, tu te rends compte qu'il y a peut-être des autres choses que tu as envie. Et je pense que ça, c'est fondamental, en fait. C'est de ne pas attendre, et c'est ce que tu disais. On ne sera jamais parfait, de toute façon. Donc, déjà, on peut se lever la pression sur ça. On ne sera jamais parfait. Et c'est en faisant, finalement, qu'on améliore les choses. Il ne faut pas chercher la perfection, il faut chercher l'excellence. C'est-à-dire, il faut chercher l'amélioration continue. Moi, mon entreprise, elle s'appelle Kaizen Attitude parce que je suis convaincu qu'il y a deux choses qui font la réussite, c'est l'amélioration continue et l'état d'esprit. Voilà. Yes. Si pour continuer justement là-dessus sur l'amélioration continue, qui est un point hyper important qu'on vient de souligner, justement, si tu devais faire gagner du temps à tes clients ou aux personnes qui nous écoutent là, c'est quoi toi les erreurs finalement? On l'a tous fait. Si tu veux bien nous partager, je sais pas, 2-3 erreurs vraiment qui t'ont marqué, que tu as fait dans ton parcours et potentiellement qui seraient peut-être bon d'éviter. Ouais, là, la plus grosse erreur que j'ai faite, et la première qui me vient à l'esprit, elle est très simple, c'est de ne pas continuer ce qui marche déjà. Ce que j'entends par là, c'est que quand j'ai gagné mes premiers clients, donc en octobre 2014, c'était un webinaire. Quand j'ai fait un webinaire, ça avait bien fonctionné, j'ai gagné mes premiers clients, je les ai accompagnés. Et une fois que j'ai fini cet accompagnement-là, alors ce premier-là, je l'ai fait sur 10 semaines, donc ça faisait à peu près 3 mois. Donc 3 mois plus tard, eh bien, je me dis, maintenant c'est bon, j'ai fait mes premières ventes sur Internet, je suis un killer, je vais faire ce que je voulais faire au démarrage, je vais faire un lancement vidéo. Donc qu'est-ce que je fais? Je reprends mes trucs. En plus, je devais peut-être garder dans mon état d'esprit le fait que j'avais bossé pendant des mois qui n'avaient servi à rien. Donc, peut-être que ça m'a fait dire, vas-y, fais-le le truc là, tu vois. Donc, j'ai repris mes trucs. J'ai repréparé pendant 3 mois à peu près un lancement vidéo. Je lance le truc. Nada. Zéro vente, rien. Bide complet. Là, c'est un peu la douche froide. Je me dis, ah ouais, d'accord. Non, bah, je ne suis pas si un killer de la vente que ça finalement sur Internet. J'ai eu mes premiers clients, mais bon, il va peut-être revenir sur Terre. Bref. Et là, je me pose la question, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire en fait? Et je me suis dit, en fait, la réponse, elle est simple. Refais un webinaire. Du coup, je refais un webinaire et là, boum, de nouveau, eh bien, je gagne des clients et je refais la deuxième session et ce genre de choses. Donc, la première erreur qui, moi, m'a marqué avec cette expérience-là, c'est que j'ai perdu du temps parce que j'ai voulu essayer une autre truc alors que j'avais déjà un modèle qui avait fait ses preuves. J'avais une offre qui avait converti, j'avais une méthode de vente qui avait marché pour moi et que j'aime faire, c'était les webinaires, mais plutôt que de le refaire, eh bien, je m'étais lancé dans autre chose. Donc, du coup, c'est ça qui m'a fait prendre conscience que si je reste focus sur une stratégie,
et que je la maîtrise de bout en bout, je vais pouvoir avoir des résultats plus importants. Et c'est pour ça que par la suite, je me suis spécialisé sur les webinaires et qui fait que j'ai pu automatiser la croissance de mon entreprise grâce aux webinaires. Ma première erreur, c'était ça, c'était de pouvoir d'essayer autre chose. Et la deuxième erreur qui était intimement liée à celle-ci, c'est que j'ai attendu trop longtemps avant d'être achetable. Ce que j'entends par là, c'est que quand j'ai vendu mon premier groupe pilote en octobre, je me suis dit, je vais attendre d'avoir tout terminé pour revendre autre chose. Donc, pendant ce temps-là, pendant le temps de coaching de mon premier groupe, plus le temps où j'ai repréparé tout mon lancement vidéo, donc 6 mois, pendant 6 mois, on ne pouvait rien m'acheter. C'est-à-dire que quelqu'un voulait travailler avec moi, ce n'était pas possible. Quelqu'un me disait, David, j'ai envie de t'acheter des trucs. Non, j'avais rien à proposer. Et donc ça, c'était aussi une deuxième erreur. Il faut toujours avoir une offre en cours, toujours avoir quelque chose à proposer. Et ne serait-ce qu'un coaching, un accompagnement individuel, un groupe de travail, enfin peu importe, c'est facile de pouvoir proposer quelque chose en fait, en réalité. De se dire, tiens, je me mets dans ma stratégie, par exemple, de faire 3 séminaires par an ou 2 séminaires. Quand je dis séminaires, ce n'est pas forcément des séminaires de 1000 personnes, comme on peut voir. Ça peut être simplement des séminaires de travail de 10 à 20 personnes où on est en petit comité et on aide nos clients de manière profonde sur un sujet spécifique et on vend ces séminaires à des prix à 1000, 2000, 3000, 4000 euros. Ça, on peut le faire. Voilà, ça, c'est les deux grandes erreurs qui étaient liées à ce projet. Et puis là, tu m'as demandé 3 erreurs. Il y en a une troisième, en fait, qui revient. Mais je vais redire, c'est la première, la troisième erreur. Ouais, et justement, moi, j'avais vraiment beaucoup envie de beaucoup revenir sur cette première erreur. Enfin, déjà, merci du partage sur le fait que tu as un lancement orchestré qui fasse 0 vente. Il n'y a pas tout le monde qui accepterait de le partager. Et c'est le cas, donc. ouais, non, mais c'est top. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, en fait, pourquoi tu t'es quand même dit, ça marchait, mais je vais quand même refaire ce lancement orchestré? Si je te pose cette question, c'est que je me rends compte, moi, vraiment, avec tous les clients que j'ai en coaching individuel, en coaching de groupe, que beaucoup, en fait, veulent suivre certains effets de mode, certaines stratégies à la mode, parce qu'ils se disent, j'ai vu un lancement orchestré, il a fait 500 000 en une semaine, c'est merveilleux, donc je veux faire la même chose. Et on oublie même de faire des choses, en fait, qu'ils adorent eux-mêmes. Et que si tu adores faire des webconférences, comme là, moi, je prends mon pied, par exemple, à faire des interviews, je pense que c'est important de trouver quelque chose qui te plaît aussi avant tout à toi. Il faut bien entendu que ça marche d'un point de vue marketing, que ton marché soit dessus, etc. Mais qu'est-ce qu'a fait, en fait, pourquoi tu t'es lancé sur les lancements orchestrés alors que tu adorais les webconférences et que ça marchait en plus? Eh bien, je pense effectivement que c'est parce que j'avais suivi en tant que client, en tant que prospect des lancements orchestrés. Ça m'avait parlé, donc du coup, j'aimais bien le concept, j'aimais bien le principe, je trouvais ça cool. Et puis les lancements orchestrés, quand c'est bien fait, et pour que ce soit bien fait, il faut beaucoup de boulot, il faut de l'investissement, certains diront qu'on peut faire des lancements orchestrés avec peu de moyens, tout ça. Peut-être, c'est possible, mais si on veut faire vraiment quelque chose comme moi je visualisais, tu vois, avec des belles vidéos et tout, ça demande énormément de boulot. Et donc, du coup, j'avais pas conscience peut-être de ça encore. Et moi, j'avais envie, ça me faisait rêver ce genre de choses. Donc, premièrement, je pense que ça me faisait rêver. Et deuxièmement, c'était que vu que j'avais quelques mois auparavant passé du temps à travailler là-dessus, je pense qu'il y avait une partie de mon ego qui me disait, attends, tu peux pas juste laisser tomber ça. Tu vois, c'est un petit peu comme couper le cordon ou laisser un truc sur le bord de la route, quoi, tu vois. Tu te dis, attends, j'ai bossé là-dessus, j'ai investi du temps, faut que je m'en serve, quoi. Et en réalité, je pense que c'est un petit peu ces deux choses-là qui ont fait que j'ai voulu repartir dans cette direction, alors qu'en réalité, je l'ai compris plus tard, j'aurais dû refaire ce qui marchait. Vu que j'avais un clou qui était là, que j'avais commencé à enfoncer en tapant dessus, plutôt que d'enfoncer mon clou jusqu'au bout, je me dis, attends, non, tiens, je vais juste prendre un autre clou, et puis je vais essayer de l'enfoncer un peu plus loin, quoi. Non, il est là ton clou, tape dessus, ça marche. C'est une belle métaphore. Je pense que je te la piquerai, celle-ci du clou et du marteau, elle est très bien. Avec plaisir, je regorge de visuels. Si je change un peu de sujet, en ce moment, on en parlait juste avant de démarrer l'interview, ça fait 7 mois que tu es en voyage avec ta famille. Comment tu arrives justement à t'organiser? Chacun a ses petites astuces. Moi, quand je voyage, j'ai mes petites techniques, mais je serais curieux d'avoir les tiennes, d'autant plus que tu voyages en plus avec ta famille, pour continuer quand même à développer ton entreprise. Comme tu me disais juste avant, c'est un auto-challenge, mine de rien. Comment tu arrives à gérer le voyage et le développement de ton business en même temps? En fait, moi, la solution que je trouve pour moi, et ce n'est pas toujours évident, pour être tout à fait transparent, parce que effectivement, quand on voyage au long cours, ça demande il y a beaucoup de choses à préparer. Il faut organiser les prochaines destinations, les visites, les logements, ce genre de choses. Quand on est avec des enfants, il y a en plus cet aspect-là à gérer. Alors, j'ai ma femme, j'ai Céline, qui s'occupe de toute la partie
instruction. Donc, du coup, ça, c'est elle qui s'en occupe. Mais quand on a la préparation du voyage plus les enfants, il y a pas mal de choses à intégrer. Ça demande beaucoup d'énergie. Et pour avoir l'entreprise, moi, je sais que j'ai besoin de moments de concentration, de calme. C'est-à-dire où je suis tout seul. Alors, ça dépend un petit peu des tâches. Quand je suis dans une phase où j'ai besoin, entre guillemets, d'être inspiré, de pouvoir réfléchir à la stratégie, me demander tiens, où est-ce que je veux aller, etc., je sais que j'ai besoin de moments vraiment où je suis dans ma bulle, en quelque sorte. Et donc, du coup, l'organisation qu'on a, c'est qu'on prend des périodes plus longues dans certains endroits où on va moins visiter, on va moins bouger pour pouvoir allouer du temps à la fois pour l'instruction des enfants et puis pour le focus justement des choses qu'il y a à faire, à la fois délivrer auprès des clients et puis également réfléchir à la stratégie et ce genre de choses. Après, moi, si on parle d'astuces ou de trucs comme ça, je sais qu'il y a des moments où on en parlait avant l'interview. Là, on est dans une chambre où on est tous les 5 dans la chambre, par exemple, parce qu'il n'y avait pas dans l'hôtel qu'on voulait, 2 chambres séparées. Du coup, si je dois travailler en même temps que tout le monde est dans la même chambre, moi, je mets les écouteurs. J'ai une playlist dans mon ordinateur qui s'appelle Hard Work, où je peux être en intensité forte de concentration et je mets la musique dans les oreilles. J'ai une playlist qui fait elle fait 53 minutes. Je sais que de bout en bout, j'ai 53 minutes de musique pour pouvoir être 53 minutes focus sur ce que j'ai à faire. Moi, ça fonctionne pour moi, cette technique. Top. Et tu dirais que finalement, tu fonctionnes plus par compartiment. En fait, tu as des grosses périodes, comme tu dis, où vous êtes posé en voyage et donc tu es beaucoup plus focus sur le boulot finalement. Et d'autres périodes, par contre, où tu fais le strict minimum, voire tu coupes complètement tout et là, tu profites du voyage. Oui. Alors, en toute transparence, c'est plutôt comme ça que ça se passe, même si dans l'absolu, j'aimerais faire différemment. En réalité, je me dis que ça serait mieux que je travaille genre 1 heure par jour, tous les jours. Mais j'y arrive pas encore, à vrai dire. Voilà, j'ai pas réussi à vraiment trouver la bonne organisation, ce genre de truc. Donc, pour le moment, c'est plus c'est séquentiel. Voilà. Il y a des périodes de voyage, périodes de travail, périodes de voyage, périodes de travail. Voilà. Même si je pense que d'un autre côté, quand tu es en alternance comme ça permet dans les périodes de travail d'être vraiment intense à 100%, d'être vraiment dedans, en fait. Et comment tu gères finalement ce côté, enfin là, tu es avec ta famille, mais dans l'entrepreneuriat, surtout quand on démarre, je dis vraiment pour les personnes qui démarrent, il y a toujours un petit côté solitude, mine de rien, parce qu'on est des solopreneurs, on développe nous-mêmes notre propre activité. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a gêné? Comment tu as géré finalement cette phase-là de développement de business en solo? Et même à l'heure actuelle, tu es encore en solo, même si on bosse tous, on délègue certaines parties, etc. Mais comment tu fais quelles sont tes astuces, tes moyens pour gérer ça? Alors, c'est très simple. Il y en a 3. Je les utilise depuis le démarrage, en fait. Okay. Moi, je savais quand je me suis lancé que de toute façon, j'avais envie de m'entourer d'autres entrepreneurs parce que c'est comme ça qu'on peut échanger, discuter. Enfin, moi, je le vois, j'étais pendant plus de 13 ans, comme je te l'ai dit, dans l'ingénierie commerciale. Et quand tu discutes avec tes collègues ou autres, que tu vois les bonnes pratiques, c'est comme ça aussi que tu peux gagner énormément de temps. Enfin, moi, j'ai aidé des collègues à utiliser PowerPoint en rendez-vous clientèle pour augmenter leur taux de conversion. Parce qu'ils ne l'utilisaient pas, ils venaient me voir et moi je leur expliquais. Et puis il y a des fois, moi je me disais, mais attends, toi, comment tu fais pour faire telle chose? Moi, j'étais au démarrage, je faisais du porte-à-porte, par exemple, j'étais une grosse quiche en porte-à-porte. Je ne comprenais pas pourquoi il y en a qui arrivaient à décrocher des tonnes de rendez-vous alors que moi, j'y arrivais pas. Et puis c'est en discutant avec mes collègues et en les accompagnant que je me suis rendu compte de ce que je faisais mal et ce que je devais changer. Donc je savais depuis le départ qu'il fallait que je m'entoure. Donc du coup, j'ai fait 3 choses. La première, c'est de participer à des événements. Pas pour trouver des clients, mais uniquement pour rencontrer des personnes qui sont dans la même énergie que moi, qui sont dans la même dynamique que moi, des événements d'entrepreneurs. On s'est rencontrés au congrès des infopreneurs, comme tu l'as dit. C'est parce qu'on s'est bougé, toi et moi, on est sortis de chez nous, puis on est allé dans ce type d'événement. Donc la première chose, c'est de sortir et d'aller rencontrer des autres gens, que ce soit dans des événements type séminaire ou même dans des petits événements en comité comme des apéros ou des trucs comme ça. La deuxième chose, c'est que très vite, je me suis dit qu'il fallait que je crée mon propre mastermind. Pas un mastermind, auquel je participe payant, par exemple, où on va investir pour pouvoir être ensemble. Au démarrage, je n'avais pas les moyens. Donc, je me suis dit, pourquoi je n'irais pas chercher des entrepreneurs qui ont la même ambition que moi, qui ont envie de se développer, qui ont envie d'utiliser la force du cerveau collectif pour y arriver. Et donc, du coup, on a créé avec 4 autres personnes notre premier mastermind qui a duré plusieurs mois. Et je pense que ça nous a fait gagner à tous beaucoup de temps. Et puis, la troisième chose, c'est que je suis régulièrement aussi en contact par téléphone, par Skype ou par WhatsApp avec des amis entrepreneurs. Moi, j'ai mon meilleur ami qui est entrepreneur. Quelques mois avant moi, il a lancé sa propre entreprise. Et puis d'autres infopreneurs, web entrepreneurs avec lesquels je suis régulièrement en contact, même en voyage. Donc, voilà. Je peux pas, pour l'instant, durant cette année de voyage, je n'aurais pas fait d'événements et j'avoue que ça me manque. Je sais qu'au retour, j'ai déjà planifié des événements auxquels participer.
mais il y a toujours moyen finalement d'être en contact avec des gens qui sont dans la même industrie que nous, qui ont la même envie que nous. Voilà. Et je pense que voilà, échanger, discuter, des fois ça peut prendre ne serait-ce que 10 minutes, mais on en retire la plupart du temps. Moi, je sais que j'en retire systématiquement beaucoup de valeur. C'est super le fait que tu dises, tu as créé ton propre mastermind finalement. Moi, je sais que pendant un moment, on était en binôme avec une autre personne qui, justement, on s'appelait tous les vendredis. Je sais pas après toi comment tu fonctionnais avec ton mastermind, mais je sais que nous, on s'appelait tous les vendredis à 14 heures. C'était vraiment un créneau fixe comme un rendez-vous client, un rendez-vous chez le dentiste. Et on prenait 1 heure pour faire le point sur où on en était, ce qu'on avait fait la semaine dernière, ce qu'on allait faire la semaine d'après, etc. Nous, c'était à peu près le même principe, sauf qu'au démarrage, on le faisait une fois par mois. Je crois qu'après, on a fait une fois toutes les 2 semaines. Mais c'était le même principe. En fait, on avait mis un ordre du jour. On avait effectivement, une réunion qui était prévue. On savait exactement les sujets sur lesquels on voulait travailler. Et puis, on avait la possibilité aussi de pouvoir coopter en fait des gens. Chacun pouvait dire, bah tiens, il y avait en gros 3 membres fondateurs, vraiment. 3, 4, attends, j'ai plus, ça remonte maintenant. 4, peu importe, 3 ou 4 membres fondateurs. Et puis, on a évolué, on est arrivé à 6 personnes, 6, 7 personnes, je crois. Et puis, à la fin, en fait, on a clôturé ça. On a fait 2 jours, on a fait un week-end en fait chez mes parents. Moi, à l'époque, j'avais pas de bureau et tout ça, donc je les avais invités chez mes parents pour un week-end. Et puis, on avait fait une session tous ensemble physique parce que pendant toute l'année, en fait, on avait fait ça à distance, comme là, on pourrait le faire avec Zoom ou autre chose. Et donc, on avait voulu aussi officialiser. Et on se connaissait déjà parce qu'on s'était déjà rencontrés dans des événements réseau, des séminaires ou autres, mais ça permettait également d'avoir en 2 jours vraiment aussi un temps dédié. Et puis, c'est sympa de pouvoir passer du temps comme ça. Carrément. Donc vraiment, pour conclure là-dessus, n'oubliez vraiment pas de vous entourer, de se créer ce cocon de la manière, comme l'a dit David, par exemple, de mastermind ou d'aller à des événements, etc. Une dernière question pour conclure cette interview, une question que je dis toujours, j'ai piqué à Tim Ferriss dans l'un de ses derniers livres. Si tu devais écrire une phrase, un message sur un énorme panneau publicitaire qui serait à la vue de tout le monde, qu'est-ce que ça serait, un message que tu aurais vraiment à partager à des entrepreneurs justement qui se lancent et qui connaissent sans doute les phases que tu as connues? C'est une très bonne question. Eh ben, je pense, voilà, tu vois, si je fais confiance à mon instinct, la première chose qui me vient comme ça, c'est ne confondez pas objectif et résultat. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on se lance et on se fixe comme objectif, par exemple, je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, je veux faire 500 000 euros de chiffre d'affaires ou 1 million, peu importe le montant. Et ça, c'est un chiffre. Et quand on est focus là-dessus, on est focus sur une chose, c'est qu'on est focus sur l'argent qu'on veut générer. Et donc, du coup, on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Et quand on est focus sur le résultat, il y a une pression qui se crée. C'est-à-dire qu'on se met la pression si on voit qu'on avance et que notre objectif n'avance pas autant. Eh bien, il y a une pression, il y a une peur et du coup, on est dans une énergie un petit peu négative. Et le problème quand on fait ça, c'est qu'on n'est pas sur sur le bon état d'esprit. Quand on veut se mettre un objectif de chiffre, ça devient un résultat. C'est-à-dire que moi, je crois que faire 100 000 euros, faire 1 million d'euros, c'est un résultat qui découle naturellement si on se fixe comme objectif, par exemple, de se dire, tiens, cette année, comment est-ce que je peux aider 100 entrepreneurs à tel résultat? Parce que je sais que si je suis capable d'aider 100 entrepreneurs à atteindre un résultat spécifique et que chaque entrepreneur me paye X milliers d'euros, ben je sais que le résultat va découler naturellement. Je sais que mon chiffre d'affaires va découler naturellement. Et souvent, on confond objectif et résultat. Par exemple, quand je faisais du porte-à-porte, je prends cet exemple-là parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a fait comprendre ça. Donc, je ne sais pas si ce sera parlant, tu me diras, mais quand je faisais du porte-à-porte, au démarrage, j'étais là, focus, il faut que je prenne le rendez-vous. Tu vois. Mon objectif, c'était de prendre rendez-vous avec la personne. Donc, tu cognes et là, la personne s'ouvre, elle te dit, tu dis, oui, bonjour, là, je m'appelle David Venin, je suis parti de Société Energia. Et puis, tu déroules ton script de comment tu as appris pour prendre le rendez-vous. Quoi. Et ça marche pas parce que tu pues le vendeur. Et la personne, quand elle ouvre la porte, quand elle entend toc, 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 elle se dit, attends, encore un commercial qui va venir m'embêter alors que je suis en train de préparer à manger. Tu déroules ton speech et là, qu'est-ce que se dit dans sa tête? Elle se dit, ah là, j'avais raison. Encore un fichu commercial qui vient m'embêter. Et le truc, c'est que je me suis dit, j'ai compris que lorsque je cherchais pas à obtenir le rendez-vous, par exemple, l'objectif, c'était de plutôt se dire, je vais essayer de faire rire la personne. Mon objectif, c'est de connaître le prénom de ses enfants. Eh bien, j'étais dans une complète autre énergie, en fait. Je n'étais pas dans l'objectif de chercher le rendez-vous. Mon objectif, c'était simplement de la faire rire, par exemple. Et donc, tu te cognais à la porte, la personne l'ouvre, et puis tu vas dire, bah, tiens, c'est à vous, les chaussures, là? Oui, et puis tu vas commencer à rigoler sur des événements, enfin, sur n'importe quoi, n'importe quel sujet, en fait, qu'il peut y avoir. Et donc, du coup, la personne, déjà, elle voit quelque chose qu'elle n'a jamais vu ailleurs. Et 2,
si l'objectif qui est de la faire rire est atteint, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'elle va être détendue, elle va peut-être m'apprécier parce qu'on aura passé un moment rigolo ensemble, elle va plus facilement me faire confiance et donc la prise de rendez-vous va découler plus naturellement. Et donc le résultat va découler plus naturellement. Est-ce que je suis clair par rapport à ça ou pas? Mais en fait, tu es très clair pour moi, mais je vais juste repréciser de la manière aussi dont moi je l'aborde dans Ouais. mes coachings. Quand j'accompagne les personnes sur améliorer leurs appels de vente, parce que moi, pendant très longtemps, j'étais loin d'être très bon aussi en vente. Quand tu as le téléphone, et je pense que c'est exactement ce que tu voulais dire, et tu me corrigeras si je me trompe, c'est ne pas avoir le téléphone en se disant, je veux faire la vente, en fait. Je veux absolument vendre quelque chose. Comme toi, tu lui toques à la porte et tu veux pas lui prendre quelque chose. C'est avant tout, je leur dis, mettez-vous en fait. Prenez une minute avant, fermez les yeux, mettez-vous à la place de l'avatar et dites-vous, je vais essayer de l'aider un maximum en fait pendant cet appel et je vais créer une connexion un maximum avec cette personne-là et je suis complètement détaché de la vente. Et entre guillemets, je suis assez cash là-dessus. Moi, je dis très franchement, on s'en fout en fait que vous fassiez la vente ou non, mais dites-vous juste que la personne, elle doit avoir créé une connexion avec vous et s'être dit, elle a passé un bon moment et vraiment, elle se dit, il m'a apporté énormément d'aide. Et en général, quand on est rendu à ces deux phases-là, la vente va beaucoup plus naturellement en fait découler. Et donc là, après, on arrive dans une autre phase de closing. Je pense qu'on est là-dessus sur la même longueur d'onde. C'est exactement ça. En fait, l'objectif, dans l'absolu, devrait être un subjectif. Enfin, ça ne devrait pas être chiffré. Tu vois. Par exemple, mes clients qui veulent se lancer dans les webinaires, ce que je leur dis, c'est que l'objectif de votre premier webinaire, c'est pas de vendre. Même si c'est un webinaire de vente et qu'on va faire, on va mettre toutes les chances de notre côté pour vendre. L'objectif d'un premier webinaire, c'est pas de vendre. L'objectif d'un premier webinaire, c'est de faire un premier webinaire. Pourquoi? Parce que si j'atteins cet objectif, qui est de faire un premier webinaire, j'aurais fait plein de choses. J'aurais créé des actifs, j'aurais créé une présentation, j'aurais créé des pages d'inscription, pages de confirmation d'inscription, j'aurais peut-être créé des emails d'invitation, j'aurais peut-être créé des publicités d'invitation. Bref, si l'objectif qui est de faire un premier webinaire est atteint, ça veut dire que j'aurais fait énormément de choses. Et si en plus de ça, je fais correctement, je structure correctement mon webinaire, que je fais une bonne offre, le résultat qui est la vente va découler naturellement. Voilà. Complètement. Top. Merci beaucoup, David, pour cette interview. Eh bien, avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation, Benjamin. Et à très bientôt. Salut. Ça marche, à bientôt. Ciao, ciao.